Merci d'être avec nous. LCI Midi se poursuit avec Pour tout comprendre. Gallagher Fenwick, bonjour Gallagher. Bonjour Merci d'être Thomas. là. Grand reporter, spécialiste des questions internationales. Nous sommes aussi avec Alexandre Négrus, président de l'Institut d'études de géopolitique appliquée, co-auteur de Géopolitique du 21e siècle. C'est aux éditions Ellipse. On va commenter ensemble l'actualité internationale. L'Ukraine, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de développements ces dernières minutes, même sur la situation sur place. Mais avant, direction Israël, où 60 000 réservistes ont été appelés en renfort, annonce du ministre israélien de la Défense, alors que l'État hébreu se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza. Bonjour Olivier Farafovitz, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de l'armée israélienne. Est-ce que cette nouvelle mobilisation, elle est directement liée aux opérations militaires qui se préparent à Gaza ? Bonjour et merci de m'inviter dans votre émission aujourd'hui. La décision de mobiliser 60 000 réservistes qui s'ajoutent aux autres 60 000 autres, ce qui fait donc 120 000 soldats réservistes sur le terrain, effectivement, pour les opérations préparées et prévues, qui sont entre autres la prise de contrôle de la ville de Gaza City dans la bande de Gaza. Quels sont les objectifs militaires d'Israël à Gaza ? La ville de Gaza est devenue, et a toujours été, mais est devenue avec le temps, durant cette guerre, l'épicentre de l'activité du Hamas. Nous savons qu'il y a de plus en plus de tunnels qui ont été reconstruits, qui ont été rééquipés par le Hamas. Il y a à peu près entre 15 et 20 000 membres du Hamas, des nouveaux d'ailleurs, qui ont été recrutés grâce à la vente de l'aide humanitaire qui a été volée par le Hamas depuis le début de la guerre. Et nous savons également qu'il y a les chefs du Hamas, en tout cas ceux qui restent, et semble-t-il également nos otages. C'est une question qui est beaucoup posée en Israël, vous le savez mieux que personne. Cette nouvelle opération, quel risque représente-t-elle pour les otages ? Vous savez, cette question, elle est pour nous essentielle. Il y a toujours, alors nous parlons de 50 otages, 20 vivants et 30 morts. Et malgré des tentatives de négociation et de pourparlers, le Hamas continue à conserver les otages, à jouer avec la vie des otages, à jouer également avec les otages dans une guerre psychologique qu'il mène contre les familles des Israéliens qui ont leurs proches otages du Hamas. Et malgré des tentatives, il continue à vouloir donc les conserver. Et donc, du côté israélien, nous sommes arrivés à la conclusion, en tout cas le gouvernement israélien est arrivé à la conclusion qu'il va falloir changer de mode opératoire pour à la fois retrouver nos otages, mais également, puisque c'est également le but de la guerre, de cette guerre qui a été imposée par le Hamas, pour éliminer totalement le Hamas au niveau militaire terroriste dans la bande de Gaza. 60 000 réservistes de plus, ça dit beaucoup évidemment de l'effort qui va être fourni. Cette opération dont vous parlez, elle doit durer dans sa planification, dans sa mise en œuvre, combien de temps sera nécessaire pour arriver à ce que vous considériez qu'elle soit, cette opération terminée, un succès, ou je ne sais pas comment on pourra la qualifier? Cette opération s'appelle Merkavot Gidon Bet, les chariots de Gédéon 2. On ne peut absolument pas, aujourd'hui, alors nous parlons, fixer un timing, un chronomètre avec une telle opération dans une ville comme la ville de Gaza. Nous avons également à prendre en considération, et nous prenons en considération la population civile, qui n'est absolument pas ici l'objectif de la guerre. Nous devons tout faire pour évacuer les populations civiles avec des plans précis qui sont déjà préparés à l'avance, pour que les populations soient déplacées dans des zones où il n'y a pas les combats face au Hamas. La problématique va être que le Hamas, comme dans d'autres endroits dans la bande de Gaza, va essayer de bloquer les déplacements de population, de conserver la population de Gaza comme bouclier humain, comme c'était le cas dans différents endroits de la bande de Gaza. Il faut également savoir que le Hamas empêche la population civile de Gaza, lorsqu'elle est sur place, d'utiliser comme protection les tunnels qu'il a lui-même creusés pour se protéger. Donc nous devons être à la fois dans une opération, je dirais, offensive contre le Hamas, mais également une opération humanitaire pour que tout soit fait afin que la population civile de Gaza soit déplacée et soit protégée durant cette opération. Olivier Rafovitch, une partie des 400 ou 500 000 réservistes israéliens traînent de plus en plus les pieds pour participer aux opérations militaires décrétées et décidées par Benyamin Netanyahou. Est-ce que les orientations stratégiques qui sont prises par ce gouvernement posent des problèmes à Tsahal ? Je vais vous dire, nous sommes une démocratie en guerre.
Comme vous le savez, c'est pas un secret. En Israël, il y a une opposition, il y a des manifestations, il y a des opinions, parfois encore plus acerbes à l'intérieur d'Israël qu'à l'extérieur. Mais lorsque les soldats sont appelés et lorsqu'ils portent l'uniforme de Tsahal et lorsque les ordres sont donnés, les directives sont décidées, il y a un chef d'état-major, d'ailleurs nous voyons sa photo sur place ici, le général Eyal Zamir, et l'armée de Tsahal, l'armée d'Israël, qui est une armée du peuple, il faut savoir, rentre dans ses fonctions, c'est-à-dire de défendre l'État d'Israël et de détruire le Hamas qui aujourd'hui continue à être une menace. Je voudrais juste vous rappeler que juste à peine hier, près de 20 terroristes du Hamas sont sortis d'un tunnel dans la bande de Gaza pour kidnapper des soldats israéliens et en tuer d'autres. Nous avons un blessé grave et d'autres blessés légers. La menace du Hamas est toujours existante. Et c'est une guerre antiterroriste qui dure longtemps, qui est complexe, encore une fois, dans une région extrêmement dense en population. Nous connaissons aussi les problématiques humanitaires, mais également les problématiques politiques, diplomatiques, informationnelles. Mais cette guerre, encore une fois, ne peut pas se terminer si le Hamas reste dans la bande de Gaza en tant que régime en place et comme menace par rapport à Israël. Oui, donc vous avez raison, le Hamas est toujours là, c'est effectivement une certitude, et c'est pour ça d'ailleurs que certains en Israël mettent en doute le bien fondé de la stratégie qui est adoptée par le gouvernement. Vous parliez de cette opposition populaire, le chef d'état-major israélien dont vous avez aussi parlé il y a un instant, a lui aussi fait part de ses doutes quant aux politiques décidées par le gouvernement. Est-ce qu'il y a un problème entre le gouvernement et Tsahal ? Encore une fois, je répète, nous sommes une démocratie. La seule dans la région qui fait face à tant de fronts en même temps. Et il est tout à fait normal et sain que l'armée exprime ses opinions face au gouvernement lorsque des décisions doivent être prises. Mais lorsqu'elles sont prises, ces décisions, eh bien, l'armée applique les décisions qui sont encore une fois décidées dans une démocratie comme en France, ce serait le cas également, par l'échelon politique et en aucun cas, par l'échelon militaire. Merci beaucoup Olivier Rafovitz. Merci mille fois d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui en direct sur LCI. En Israël, une phrase qui fait question, qui fait débat et qui interroge. Regardez, écoutez ce que dit Benyamin Netanyahou de l'offensive en cours à Gaza. Vous entendez le slogan « Libérez Gaza ». Je suis d'accord. Libérez Gaza de la terreur du Hamas, libérez Gaza de la tyrannie du Hamas. Maintenant, ce qui concerne les performances d'Israël sur le champ de bataille, vous savez, c'est le mensonge. Ce n'est pas seulement le mensonge de la famine, c'est le mensonge du génocide. Si nous voulions commettre un génocide, nous l'aurions fait en un après-midi, mais on ne fait pas ça. Voilà, je vais redire cette phrase quand même, elle mérite qu'on s'y arrête. Si nous avions voulu commettre un génocide à Gaza, nous l'aurions fait en un après-midi. C'est une curieuse manière de se défendre de l'accusation de génocide. Et qu'il l'alimente. En l'occurrence, il faut en revenir à la définition de ce qu'est un génocide, d'après Raphaël Lemkin, qui est le juriste polonais qui a conçu cette notion, et d'ailleurs qui est très largement, décrite dans sa Genèse, dans un très beau livre qui s'appelle East-West Street de Philip Sands, qui est l'un des grands penseurs du fait, l'un des grands spécialistes du fait génocidaire, livre que d'ailleurs Benyamin Netanyahou a lu. Donc il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Et donc il sait qu'un génocide n'est jamais défini par les moyens employés ou la rapidité de l'exécution. L'élément matriciel dans la définition du génocide, c'est l'intention de détruire tout ou partie d'un groupe ethnique, national, religieux. Et si précisément, au regard de Philip Sands, mais de beaucoup d'autres spécialistes du fait génocidaire, ce qui est en train de se passer à Gaza, est-ce qui rend complètement injustifiable ces nouveaux massacres d'ores et déjà annoncés, qui ont commencé en périphérie de Gaza, la plus grande ville de l'enclave, et qui vont se poursuivre. Pour celles et ceux qui nous suivent et qui s'intéressent beaucoup à l'Ukraine, dites-vous que la superficie de toute l'enclave de Gaza, elle est équivalente de celle d'une seule ville en Ukraine, Kharkiv. Ça veut dire que depuis 20 mois, les Israéliens déversent sur ce qui correspond à la superficie de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, comme vous le savez, Thomas, une quantité de munitions supérieure à celle que nous, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avons déversée sur Hambourg, sur Dresde et les nazis sur Londres. C'est totalement injustifiable et avoir l'audace de dire si nous avions voulu génocider les Palestiniens, nous aurions pu le faire en une après-midi, c'est un élément supplémentaire qui va être versé
dans la procédure en cours à la Cour internationale de justice à La Haye, procédure portée par l'Afrique du Sud. Sur cette phrase, Alexandre Négrus, votre réaction? C'est tout à fait juste ce qui vient d'être dit, d'autant plus que dans cette définition, l'élément intentionnel déclaratoire est éminemment important. Donc les juristes qui auront à analyser cette question verseront au dossier ce type de phrase. Ce qu'elle dit aussi du comportement général de Netanyahou, c'est cette volonté d'entretenir un état de guerre permanent. On y décèle des objectifs tactiques, mais quelle stratégie politique derrière? Et c'est toute la question fondamentale derrière cette guerre, qui est une guerre bien différente des autres. On ne peut pas relier les dossiers, on ne peut pas relier la guerre d'Israël contre l'Iran et la guerre d'Israël contre le Hamas, parce qu'on a un groupe terroriste. Et donc, c'est justement parce qu'il y a un groupe terroriste en face qu'il faut avoir à l'esprit qu'on ne l'éradique pas uniquement par la puissance militaire. On ne l'écrase pas militairement, on le combat d'une autre manière. Et donc, toute la politique israélienne aujourd'hui sur le plan tactique doit être dissociée de la stratégie politique. Et je crois qu'il y a aussi 5 enjeux pour Netanyahou. Je vais essayer d'être synthétique. Il y a l'enjeu politique, idéologique, sécuritaire, humanitaire et stratégique. L'enjeu politique, on le sait, c'est de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. C'est quelque chose de parfaitement clair depuis le début des hostilités. L'enjeu idéologique, dans sa coalition, il y a l'extrême droite. Et pour se maintenir au pouvoir, il a besoin de satisfaire cette extrême droite. L'enjeu sécuritaire, c'est de continuer de combattre le Hamas. Mais là encore, on a un groupe terroriste, il faut une stratégie. L'enjeu humanitaire, c'est la population civile. L'enjeu stratégique, on décèle difficilement la stratégie derrière tout cela. Alors justement, sur 2 de ces enjeux, on lui a posé la question à Benyamin Netanyahou, pourquoi cette stratégie, quel impact, quelle influence ont les membres d'extrême droite ou d'extrême droite radicale de son gouvernement. Il dit, donc pour s'expliquer, qu'il ne cautionne pas le nettoyage ethnique et que l'extrême droite dans son gouvernement n'est qu'une frange. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette stratégie de défense, si j'ose dire? Qu'il n'est pas derrière eux. Moi, je pense que Benyamin Netanyahou est devant eux. S'il a un souci avec eux, il peut condamner les propos. Où sont les condamnations formulées par Benyamin Netanyahou quand le président israélien Yitzhak Herzog dit c'est tout un peuple qui est responsable, quand le ministre de l'Agriculture Avi Dichter dit c'est une deuxième Nakba que nous sommes en train de dérouler, quand le ministre du Patrimoine Amichai Eliyahu à la question de savoir si l'option nucléaire est envisageable pour Gaza répond oui, il n'y a aucune condamnation de la part de Benyamin Netanyahou.